Une pauvre sans-abri a aidé une vieille dame perdue à un arrêt de bus, sans savoir que son fils millionnaire avait tout vu et était tombé désespérément amoureux. Claire avançait à pas lents sur les trottoirs humides qui bordaient la gare de Lyon. Son manteau rapiécé, trop grand pour sa silhouette amaigrie, traînait presque sur les pavés. Les passants la contournaient machinalement, certains l'ignorant, d'autres la regardant avec une vague inquiétude mêlée de gêne, comme si sa simple présence dérangeait l'ordre bien réglé de leur quotidien. Paris, dans son éclat et sa majesté, ne manquait jamais de rappeler aux plus fragiles qu'il n'y avait plus de place. Installée depuis plusieurs mois dans les abords de la gare, Claire connaissait les rythmes de la ville mieux que quiconque. Elle avait appris à lire les humeurs dans les pas pressés des cadres en costume, les hésitations des touristes sur les panneaux indicateurs, les regards vides des noctambules sortant des métros tardifs. Elle ne mendiait pas agressivement. Elle se contentait d'exister, de se tenir là, parfois en silence, parfois avec un mot aimable, offert à un inconnu perdu. Elle tendait la main non pas pour recevoir, mais pour indiquer une direction, apaiser, une crainte, offrir un sourire. Cela suffisait à lui rappeler qu'elle était encore humaine. À l'approche de l'hiver, l'air devenait plus mordant, les nuits plus longues, plus cruelles. Claire avait appris à s'abriter là où le vent ne s'engouffrait pas trop, à dormir les yeux mi-clos pour ne pas se faire voler ce qu'elle n'avait même plus. Elle partageait parfois un morceau de pain avec d'autres sans-abri qu'elle croisait, échangeait quelques mots, mais restait essentiellement seule. Il y avait une dignité dans sa solitude, une force résignée. Elle n'implorait pas, elle observait. Ce soir-là, une bruine fine recouvrait les trottoirs et les néons des vitrines faisaient danser leur lumière sur les flaques. Claire marchait, sans but apparent, ses yeux alertes balayant la scène urbaine. Elle connaissait les horaires des trains, les allées et venues des navetteurs. Pourtant, ce qu'elle cherchait réellement, c'était un visage, un geste, un signe de vie dans ce décor figé. Ce qu'elle trouvait le plus souvent, c'était l'indifférence. Son coin favori était un recoin entre deux colonnes, face au grand hall protégé du vent. Là, elle posait son sac en toile élimée, y rangeait soigneusement ses rares effets, un carnet jauni, un vieux roman sans couverture, un gobelet fendu. Elle avait pour habitude d'écrire quelques lignes, chaque soir des pensées, des souvenirs, des bribes de récits qu'elle n'osait plus raconter à personne. C'était son seul lien avec ce qu'elle avait été avant que la vie ne la pousse hors des rails. Car Claire n'avait pas toujours vécu dans la rue. Autrefois, elle enseignait les mots, la littérature, les poètes du XIXe siècle. Elle parlait avec passion de Hugo, de Baudelaire, de Rimbaud. Ses élèves l'écoutaient, captivés. Mais la maladie de sa mère, les dettes, les choix difficiles, les sacrifices répétés avaient érodé peu à peu ses forces. Et un jour, tout s'était effondré. Plus de toit, plus de travail, plus de famille. Seule la ville lui restait, immense, brillante, mais implacable. Malgré tout, elle refusait de sombrer complètement. Chaque jour, elle se levait avec une forme de discipline. Elle aidait quand elle pouvait, même si on ne lui demandait rien. Elle rendait service à des touristes perdus, montrait le chemin aux personnes âgées, ramassait un sac tombé. Ce n'était pas grand-chose, mais cela lui donnait une raison de continuer. En cette fin d'après-midi grise, alors que le vent s'infiltrait dans les failles de ses vêtements, Claire vit quelque chose d'inhabituel. Sur un banc, juste devant un arrêt de bus, une femme âgée était assise seule. Elle paraissait confuse, regardant autour d'elle sans vraiment voir. Personne ne s'arrêtait. Le flot des passants glissait devant elle comme de l'eau autour d'un rocher. Claire s'approcha doucement. Elle n'avait rien à perdre, et peut-être ce jour-là, elle pourrait encore prouver qu'elle comptait, que l'on pouvait être invisible, et pourtant choisir de voir les autres. Elle n'imaginait pas encore que ce simple geste allait bouleverser sa vie entière. Le ciel de Paris s'assombrissait lentement, un voile gris s'étalant sur les toits d'ardoise. La bruine s'était changée en fine pluie constante, rendant l'air encore plus glacial. Claire, engourdie par l'humidité, s'était réfugiée sous l'auvent d'un kiosque fermé. Ses doigts, engourdis, tenaient une vieille écharpe qu'elle tentait de sécher inutilement. Autour d'elle, la vie urbaine s'accélérait malgré le froid. Les klaxons, les pas précipités, les voix pressées. Le monde semblait ignorer que le froid pouvait tuer, lentement mais sûrement. Mais ce jour-là, quelque chose détourna l'attention de Claire. Sur le banc en face du point de bus numéro 27, une vieille femme était assise, immobile,
les mains jointes sur un sac à main en cuir usé. Elle portait un manteau de laine bleue à col de fourrure, soigneusement boutonné jusqu'en haut, et un chapeau légèrement de travers comme posé à la hâte. Son regard semblait perdu dans le vide, flottant entre deux réalités. Claire, habituée à capter les détails que les autres ne voyaient plus, sut immédiatement qu'il y avait quelque chose d'anormal. Il ne s'agissait pas d'attente, ni de patience. C'était de la confusion. Une inquiétude silencieuse flottait autour d'elle comme un halo invisible. Sans réfléchir davantage, Claire traversa la chaussée. L'eau lui glaçait les chaussures, mais elle n'y prêta pas attention. Elle s'approcha lentement, sans brusquerie. Elle savait combien les personnes âgées pouvaient être méfiantes, surtout face à une femme comme elle, à l'allure négligée, aux vêtements sales et au visage marqué par la rue. « Madame, tout va bien ?» demanda-t-elle doucement en s'agenouillant légèrement pour se mettre à hauteur. La vieille femme sursauta à peine. Elle tourna lentement la tête vers Claire, ses yeux bleu pâle se fixant dans ceux de la jeune femme. Il y avait dans ce regard une détresse muette, celle de quelqu'un qui ne comprenait plus où il se trouvait, ni pourquoi. « Je crois que j'ai pris le mauvais bus, » murmura-t-elle. « Ou peut-être que je suis descendue au mauvais. Je ne sais plus. » Claire sentit une boule se former dans sa gorge. Ce genre de désorientation n'était pas rare chez les personnes âgées. Mais ce qui la toucha plus encore, c'était l'élégance triste de cette dame, visiblement perdue, mais fière. Elle sortit lentement de son sac un vieux plaid en laine râpée qu'elle utilisait pour se couvrir la nuit et le posa sur les genoux de l'inconnu. « Vous êtes gelé. Gardez ça un moment, je vous en prie. Vous vous souvenez de votre nom? Ou d'un numéro, une adresse ?» La femme chercha dans son sac, tira un mouchoir puis un petit carnet. Elle le feuilleta avec lenteur, visiblement plus désorientée qu'elle ne voulait l'admettre. « Madeleine, dit-elle enfin. Mon prénom est Madeleine. Je crois que j'habite rue quelque chose. Il y avait des arbres et une porte rouge, mais je ne me souviens plus bien. » Claire hocha la tête doucement. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était un début. Elle prit soin de rester calme, de ne pas poser trop de questions à la fois. Elle s'assit sur le bord du banc, respectant l'espace, et attendit quelques minutes. Les bus passaient, les gens montaient et descendaient sans leur prêter attention. « Vous avez faim ?» demanda Claire. « Il y a une petite boulangerie pas loin. Ils me donnent parfois les invendus. On peut y aller si vous voulez. » Madeleine hésita puis hocha la tête lentement. Claire se leva et l'aida à se redresser. Le corps de la vieille femme était léger, presque fragile, mais ses gestes conservaient une certaine dignité. Ensemble, elles marchèrent lentement, Claire tenant le bras de Madeleine avec précaution. Chaque pas semblait peser des tonnes, non pas à cause de la fatigue, mais de l'incertitude. Madeleine jetait des regards autour d'elle, comme si elle cherchait à reconnaître des repères qui s'étaient effacés. La boulangerie était à 2 rues de là, petite et chaleureuse, avec une enseigne peinte à la main et une cloche au-dessus de la porte. Claire poussa la porte et entra avec Madeleine. Le gérant, un homme à l'allure bourrue mais au cœur généreux, les reconnut aussitôt. « Encore toi ?» dit-il en la voyant. « Tu sais que je ne peux pas nourrir tout Paris. » Claire sourit avec une humilité désarmante. « Ce n'est pas pour moi, c'est pour elle, elle est perdue. Vous avez quelque chose de chaud ?» Le boulanger soupira, mais fit chauffer 2 chocolats dans une vieille machine grinçante. Il leur donna aussi 2 croissants tièdes, sans un mot. Claire installa Madeleine à une table au fond, à l'abri des regards. La vieille femme but une gorgée de chocolat et ses traits semblèrent se détendre. Elle observa Claire longuement, comme si elle voyait à travers elle. « Tu n'es pas d'ici, toi, hein ?»« Pas vraiment. Mais j'y vis. Enfin, je fais ce que je peux. » Un long silence s'installa entre elles. Il n'était pas pesant. Il était simplement là, nécessaire. 2 femmes que tout opposait, réunies par un moment suspendu. Claire savait qu'elle ne pouvait pas résoudre le mystère de cette femme seule, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas l'abandonner là. Elle sortit de sa poche un vieux téléphone publicitaire qu'elle gardait précieusement, chargé dans les cafés quand elle en avait l'occasion. Elle commença à chercher sur Internet. Madeleine, disparue, Paris, personne âgée. Puis elle ouvrit le carnet de la vieille femme à la recherche d'un indice. Une page contenait un article de journal découpé. Une octogénaire disparue depuis ce matin. Son fils lance un appel, elle. Il y avait une photo. C'était elle. Claire sentit son cœur se serrer. Elle avait trouvé une piste.
Il y avait un numéro de téléphone en bas de l'article. Elle hésita, regarda Madeleine, puis composa. « Allô? Bonjour? Je crois que j'ai trouvé votre mère. Elle est avec moi. Elle va bien. » Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que l'homme à l'autre bout du fil, derrière sa voix calme et professionnelle, n'était pas un simple réceptionniste. C'était Étienne Dufort, le fils, l'homme qui, quelques minutes plus tôt, l'avait vu poser son plaid sur les genoux de sa mère, depuis sa voiture garée de l'autre côté de la rue. Et dans son regard, à ce moment précis, un feu avait commencé à naître, un feu qu'il ne savait pas encore nommer. Le moteur de la voiture ronronnait doucement, presque imperceptiblement, sous les doigts élégamment posés d'Étienne Dufort sur le volant gainé de cuir. Il n'était pas du genre à flâner dans les quartiers populaires de Paris, encore moins à s'arrêter devant un point de bus sous la pluie. Et pourtant, ce jour-là, quelque chose l'avait obligé à ralentir, à détourner les yeux de son téléphone, à lever la tête. Une silhouette inhabituelle avait capté son attention, celle d'une femme en haillons, accroupie devant une vieille dame, lui parlant avec douceur, avec une présence qui transperçait la vitre entre lui et le monde extérieur. Étienne avait d'abord cru à une scène banale, une de celles que l'on voit et que l'on oublie, une sans-abri, peut-être en quête d'un peu de monnaie ou d'un reste de nourriture. Mais quelque chose dans la posture de la jeune femme, dans la manière presque instinctive avec laquelle elle couvrait les jambes de la vieille avec un plaid usé, avait interrompu la suite logique de ses pensées. Ce n'était pas un acte intéressé. Il y avait là une forme de respect, de sollicitude, rare. Une noblesse désarmante dans un geste pourtant si simple. Il avait observé, immobile, sans oser intervenir. Le clignotant du taxi derrière lui s'impatientait. Les phares clignotaient comme pour le rappeler à l'ordre. Mais Étienne restait là, figé. Il regardait cette femme parler doucement, puis tendre la main pour aider l'autre à se relever. Qu'à cet instant précis, son cœur s'était serré avec une intensité qu'il n'avait pas connue depuis des années, car il avait reconnu cette vieille dame. Même de dos, même sous la pluie, même avec l'âge qui avait creusé un peu plus ses traits, il ne pouvait pas se tromper. C'était sa mère, Madeleine Dufort. La même Madeleine qui, ce matin encore, avait disparu de la maison de repos, où elle vivait depuis 3 mois. Les infirmiers avaient appelé en panique. Il avait cru à une fugue brève, une errance dans le jardin, un caprice de plus. Mais la voir là, au milieu de la rue, seule, désorientée, sous une pluie fine, avait créé en lui un vertige qu'il ne parvenait pas à nommer. Et surtout, la voir avec cette jeune femme, cette inconnue au visage marqué mais aux gestes tendres. Elle n'était pas du tout ce qu'il aurait attendu dans ce genre de situation. Il aurait imaginé un passant compatissant, un membre du personnel médical, même un policier. Pas une jeune femme aux cheveux emmêlés, au manteau trop grand, aux chaussures déformées par l'usage. Pas quelqu'un qu'il aurait instinctivement évité dans un autre contexte. Et pourtant, c'était elle qui prenait soin de sa mère, là où tant d'autres détournèrent le regard. Il les suivit du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans une petite rue latérale. Il hésita, ses doigts serrant le volant puis les relâchant. Devait-il sortir, intervenir? Mais une impulsion plus forte, plus étrange, lui intima de ne rien faire. Il voulait savoir qui était cette femme, ce qu'elle ferait ensuite, comment elle traiterait Madeleine une fois l'instant d'empathie passé. Étienne avait l'habitude de juger vite, de prendre des décisions fermes. Dans le monde des affaires, son flair ne le trompait jamais. Mais là, il y avait autre chose, quelque chose de profondément humain, de profondément dérangeant aussi. Il prit une décision inhabituelle. Il ne prévint pas immédiatement la maison de repos. Il ne contacta pas la police. Il resta là, garé en double fil, jusqu'à ce que la pluie cesse. Puis, lorsqu'il se remit en route, ce ne fut pas pour rentrer. Il roula lentement, cherchant du regard la silhouette de sa mère et celle de l'inconnu. Il finit par repérer la devanture modeste d'une boulangerie de quartier. À travers la vitre embuée, il les vit toutes deux assises à une table, au fond penchées l'une vers l'autre, partageant un chocolat chaud. Il coupa le moteur mais ne descendit pas. Pas encore. Il voulait les observer, comprendre. La façon dont Claire, car c'est ainsi qu'il apprendrait bientôt qu'elle s'appelait, tenait sa tasse à 2 mains, comme pour s'y raccrocher. La manière dont sa mère lui parlait avec une confiance retrouvée, presque maternelle. Il n'avait pas vu ce regard chez Madeleine depuis la mort de son père. Une douceur, un apaisement.
et il ne comprenait pas comment cette jeune femme inconnue, manifestement abîmée par la vie, avait pu susciter une telle paix chez elle. Étienne passa plus d'une heure dans cette voiture, à regarder sans être vu. C'était contre toutes ses habitudes. Lui, l'homme d'action, le stratège, il se sentait comme un adolescent timide devant une vitrine. Mais ce qu'il voyait là lui échappait, l'ébranlait. Et quand enfin le téléphone sonna avec un numéro inconnu, il sut avant même de décrocher que c'était elle. Il répondit, avec calme, avec cette voix posée qu'il utilisait lors des négociations complexes. « Bonjour, dit la voix de Claire à l'autre bout. Je crois que j'ai trouvé votre mère. Elle est avec moi. Elle est saine et sauve. » Il aurait pu se présenter. Il aurait pu lui dire immédiatement qu'il était le fils de Madeleine, mais quelque chose en lui préféra se taire. Il voulait continuer à l'observer, à comprendre. Alors il se présenta comme un employé de la maison de repos, prit note de l'adresse, promit de venir rapidement. Et il raccrocha, le cœur battant, les pensées en désordre. Il savait déjà qu'il ne pourrait plus ignorer cette femme, et il ignorait encore à quel point elle allait bouleverser sa vie. Le téléphone toujours en main, Claire fixait l'écran noir, figé quelques secondes après avoir raccroché. La voix de l'homme au bout du fil était restée dans sa tête, calme, posée, presque professionnelle, mais il y avait quelque chose dans son ton qu'elle n'arrivait pas à cerner. Un contrôle peut-être, ou une émotion bien dissimulée. Peu importait. Elle avait fait ce qu'il fallait, prévenir quelqu'un, et maintenant elle devait attendre. Rester là, dans ce petit café tiède, au fond d'une salle presque vide, avec Madeleine qui semblait petit à petit retrouver un peu de présence à elle-même. Claire jeta un regard vers la vieille femme. Elle tenait encore sa tasse entre ses mains, le chocolat à moitié bu. Son regard semblait moins flou maintenant, et elle observait les détails autour d'elle comme une enfant qu'on aurait sorti d'un long sommeil. Claire ne dit rien. Elle n'avait jamais été du genre à forcer les mots, encore moins dans ces instants suspendus où le silence vaut parfois bien plus que les phrases. Le gérant du café passa à côté, la regarda de biais. Il ne disait rien non plus, mais son regard trahissait à la fois une méfiance et une curiosité. Il ne comprenait pas ce que cette femme sale effacée faisait là avec une dame visiblement d'un autre monde. Claire l'ignora. Elle avait appris à ne pas s'attarder sur les regards. « Vous êtes vraiment gentille, » murmura Madeleine soudainement, brisant le silence. « On ne voit plus souvent des gens comme vous. » Claire haussa légèrement les épaules. « J'ai juste fait ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi si un jour je me perds. » Elle esquissa un sourire discret. Elle ne cherchait pas la reconnaissance. Elle cherchait simplement à ne pas laisser une autre âme s'effondrer seule dans l'indifférence générale. Madeleine semblait réfléchir. Elle fouilla à nouveau dans son sac et en sortit un petit portefeuille en cuir. Elle l'ouvrit, avec difficulté en sortit quelques billets soigneusement pliés et les tendit à Claire. « Prenez, c'est pour vous remercier. » Claire recula aussitôt, les mains levées, presque offensée. « Non, non, gardez votre argent, je ne fais pas ça pour ça. Mais vous en avez sûrement besoin. » « Peut-être, mais pas de cette façon. » Il y avait dans la voix de Claire une fermeté douce, une fierté qui ne criait pas mais qui s'imposait naturellement. Elle ne voulait pas qu'on la réduise à une transaction, qu'on achète sa bonté. Son acte n'était pas monnayable. Il était un acte humain, pur, nécessaire, comme un sursaut contre le vide. Elle se leva alors et s'approcha du comptoir. « Excusez-moi, dit-elle au gérant, est-ce que je pourrais utiliser votre téléphone ? Le mien est vieux et je ne sais pas combien de batterie il me reste. » Le gérant la toisa, hésita, puis hocha la tête en désignant un combiné mural derrière lui. Claire composa un autre numéro, celui de l'unique foyer d'accueil qu'elle connaissait encore dans le quartier, mais il n'y eut pas de réponse. Elle raccrocha lentement puis soupira. Il ne restait plus qu'à attendre que quelqu'un vienne chercher Madeleine. Quand elle retourna à la table, la vieille dame semblait plus éveillée. « Je crois que j'ai un fils, » dit-elle soudainement, comme si la pensée venait de percer un brouillard épais. « Oui, je pense que c'est lui que j'ai eu au téléphone. Il va venir ? Il m'a dit que oui. » Madeleine acquiesça lentement, le regard dans le vague. Puis elle reprit « Il est très occupé, vous savez. Il dirige une entreprise importante, des hôtels, je crois. » Claire sourit avec une douceur presque maternelle. « Il viendra, j'en suis sûre. » Elle ne savait pas pourquoi elle le disait, avec autant de certitude. Peut-être parce qu'elle avait envie d'y croire, elle aussi. Qu'un fils, même riche,
même pris par mille choses, pouvait encore laisser tout tomber pour venir chercher sa mère. Claire se leva à nouveau, alla chercher une carafe d'eau et 2 verres, revint avec des serviettes en papier, comme si elle était chez elle. Elle s'occupait de Madeleine sans attendre d'instructions, avec une simplicité désarmante, comme si elles se connaissèrent depuis toujours. Une demi-heure passa. Claire sentit le froid de l'extérieur l'envahir à nouveau. Son manteau, humide, collait à sa peau. Mais elle ne bougeait pas. Elle restait là, parce qu'elle avait promis, parce qu'elle ne voulait pas que Madeleine soit seule, parce qu'elle se rappelait de toutes les fois où elle, Claire, avait attendu que quelqu'un reste, et personne n'était venu. Elle regarda autour d'elle. La rue commençait à s'éclairer de néons, les passants devenaient plus rares. L'heure du dîner approchait, et elle n'avait rien mangé depuis la veille, mais elle ne sentait ni la faim ni la fatigue. Il y avait une paix étrange en elle, une certitude tranquille. Soudain, Madeleine posa une main sur la sienne. « Vous avez un prénom ?» Claire la regarda, surprise. « Claire. C'est un joli prénom. »« Claire. Vous êtes un ange, Claire. » Elle allait répondre quelque chose, mais un mouvement près de l'entrée interrompit ses pensées. Un homme venait d'entrer, grand, élégant, le regard droit. Il balaya la pièce du regard et s'arrêta sur elle. Claire comprit immédiatement. C'était lui, le fils. Il s'avança lentement, comme s'il avait peur de briser quelque chose de fragile. Madeleine se redressa, un sourire lumineux illuminant son visage. « Étienne !» L'homme s'agenouilla près d'elle, l'embrassa sur les joues, la serra dans ses bras. « Maman, tu vas bien? Tu es blessée? »« Non, non. Claire s'est occupée de moi. C'est grâce à elle que je suis ici. » Étienne leva alors, les yeux vers Claire. Leurs regards se croisèrent pour la première fois. Il y eut une seconde de silence suspendu, intense. Un courant silencieux passa entre eux. Claire se leva doucement. « Je vais vous laisser maintenant. » Mais Étienne se releva d'un bond. « Non, attendez, je voudrais vous remercier, vraiment. Ce n'est pas nécessaire. Elle est en sécurité, c'est ce qui compte. »« Si, c'est nécessaire. Dînez avec nous. S'il vous plaît. » Claire hésita. Tout son corps criait de partir. Elle n'avait rien à faire là. Elle était sale, fatiguée, affamée. Mais la main de Madeleine attrapa la sienne. « Restez, Claire, faites-le pour moi. » Et pour une raison qu'elle ne s'expliqua pas, Claire acquiesça. La pluie s'était arrêtée, mais l'air restait froid, saturé de cette humidité hivernale qui s'infiltrait partout, jusque dans les os. Le petit restaurant de quartier dans lequel les 3 s'étaient réfugiés était simple, presque modeste, loin des établissements étoilés fréquentés par Étienne dans sa vie habituelle. Mais il n'aurait échangé sa place pour rien au monde à cet instant précis. Face à lui, Claire, silencieuse, tentait de cacher son inconfort sous une façade d'indifférence. À sa droite, Madeleine, plus vive qu'elle ne l'avait été depuis des mois, parlait avec animation d'un souvenir d'enfance qui refaisait surface, encouragé par la chaleur humaine qui l'entourait. Étienne observait Claire avec une attention qu'il ne comprenait pas lui-même. Elle ne ressemblait en rien aux femmes qu'il avait connues. Elle n'était pas maquillée, ses cheveux en bataille témoignaient de jours sans soin. Ses mains étaient abîmées, crevassées, comme celles de ceux qui dorment dehors. Et pourtant, il y avait dans sa posture, dans la manière dont elle écoutait, une noblesse que le luxe ne donnait jamais. Elle parlait peu, mais chaque mot semblait peser, sincère. Étienne avait passé sa vie à naviguer dans un monde de faux-semblants, de sourires forcés et de politesse creuse. Claire, elle, ne trichait pas. C'était une vérité brute, douloureuse parfois, mais incroyablement précieuse. Après le dîner, il insista pour les raccompagner en voiture. Claire refusa d'abord, mais face à l'insistance calme de Madeleine, elle céda. Sur le trajet, elle resta collée à la portière, regardant la ville défiler, comme si elle cherchait à se souvenir d'un Paris qu'elle avait autrefois connu autrement. Étienne, au volant, lançait de temps à autre une question, un commentaire, mais Claire répondait avec parcimonie. Elle n'avait pas l'habitude d'être au centre de l'attention, encore moins dans une berline luxueuse au siège chauffant. Arrivée devant la maison de retraite, Claire aida Madeleine à sortir. Étienne, resté en retrait, observait la scène. Sa mère refusait de lâcher la main de Claire, comme une enfant refusant de quitter une présence rassurante. L'infirmière, de nuit, sortit les accueillir, visiblement soulagée. « Elle s'est sauvée ce matin, vous imaginez ma panique. »
Et voilà que vous la ramenez comme si de rien n'était, dit-elle à Étienne, avant de se tourner vers Claire, confuse. Vous êtes... Une passante, répondit Claire simplement. Elle avait besoin d'aide. L'infirmière hocha la tête, prenant note intérieurement, puis guida Madeleine à l'intérieur. Claire s'apprêtait à partir lorsqu'Étienne la retint doucement par le bras. « Attendez, vous n'allez pas repartir comme ça. Je n'ai pas vraiment de chez moi, alors peu importe d'où je pars. Justement, j'aimerais parler un peu avec vous. Peut-être vous offrir un café. » Claire hésita. Tout en elle criait de refuser. Elle ne voulait pas de pitié. Elle ne voulait pas d'un homme riche qui se donnait bonne conscience. Mais quelque chose dans le regard d'Étienne la fit rester. Une curiosité honnête, une absence de jugement. Ils marchèrent jusqu'à un café encore ouvert. L'endroit était vide, silencieux. Une serveuse endormie leur apporta 2 cafés noirs. Claire réchauffait ses mains autour de la tasse, évitant le regard d'Étienne. « Vous savez, dit-il après un long silence, ma mère ne parle plus beaucoup à personne. Depuis que mon père est mort, elle s'est refermée. Ce soir, je l'ai retrouvée. Elle a juste eu besoin de quelqu'un qui l'écoute. C'est ce que je veux dire. Vous avez fait plus que ce que beaucoup auraient fait. Je ne sais même pas comment vous remercier. Il n'y a rien à remercier. Si, et je veux comprendre. Qui êtes-vous, Claire? Comment une femme comme vous en arrive là? La question n'était pas intrusive, ni posée avec condescendance. Elle était sincère. Claire baissa les yeux. Elle n'aimait pas parler d'elle. Mais ce soir-là, dans cette lumière tamisée, quelque chose céda. J'étais professeur. Lettres modernes. J'aimais les livres, les mots. J'aimais enseigner. Mais ma mère est tombée malade, alitée pendant des années. J'ai quitté mon poste pour m'occuper d'elle. J'ai vendu ce que je pouvais pour payer ses soins. Et quand elle est partie, je n'avais plus rien. Ni emploi, ni toit. Et puis, vous savez comment ça va. Une fois dehors, c'est comme un labyrinthe sans sortie. Étienne ne répondit pas immédiatement. Il la regardait sidéré. Cette femme qu'il aurait pu croiser 100 fois sans la voir était une ancienne enseignante, une intellectuelle réduite au silence par la précarité. Il sentit une colère sourde monter en lui, contre le système, contre l'injustice, contre lui-même peut-être, d'avoir si longtemps détourné les yeux. « Et vous, reprit-elle, qui êtes-vous vraiment, Étienne? À part l'homme à la voiture brillante ?» Il sourit. Pour la première fois, quelqu'un lui posait la question, ainsi sans révérence, sans calcul. « Je suis le fils d'une femme extraordinaire, et j'essaie de ne pas tout gâcher. Je dirige un groupe hôtelier, des affaires, des chiffres, des contrats. Mais ce soir, j'ai vu autre chose. J'ai vu ce qui compte vraiment. » Ils restèrent là longtemps à parler, à boire leur café froid. Lorsque Claire se leva enfin pour partir, Étienne lui proposa de la raccompagner. Elle refusa. Elle savait que trop d'aide pouvait devenir une prison, mais elle promit de rester en contact. Il lui tendit une carte avec un numéro griffonné « Kodo ». Appelez si jamais, pour n'importe quoi. Elle prit la carte, la glissa dans la poche intérieure de son manteau, et elle s'éloigna dans la nuit, sans se retourner. Étienne la regarda s'éloigner jusqu'à ce que son ombre se fonde dans l'obscurité. Il ne le savait pas encore, mais il venait de faire la plus importante rencontre de sa vie. Les jours qui suivirent furent marqués par une étrange agitation dans la vie d'Étienne. Il tentait de reprendre le cours normal de ses affaires, jonglant entre les réunions, les signatures de contrats et les dossiers en suspens, mais son esprit vagabondait inlassablement vers cette silhouette effacée qui avait occupé tant de place en si peu de temps. Claire. Il revoyait son regard droit, sa manière de refuser l'aumône sans agressivité, cette fierté silencieuse qu'elle portait comme une armure. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle. Et il ne supportait pas de ne pas savoir ce qu'elle était devenue. Il avait tenté de l'appeler une fois, puis 2. Le numéro inscrit au dos de sa propre carte était resté sans réponse. La ligne ne semblait plus active, ou alors elle l'ignorait volontairement. Peut-être avait-elle disparu à nouveau dans les plis de la ville, comme une feuille morte emportée par le vent. Paris avait ce pouvoir d'engloutir les invisibles sans laisser de traces. Étienne, pourtant, n'était pas homme à se résigner. Il décida alors de la chercher. Il retourna près de la gare de Lyon, questionna les commerçants, les passants, réguliers, les employés de la boulangerie où elle avait emmené sa mère. Certains la reconnaissaient vaguement, d'autres secouaient la tête. Elle avait été vue, oui, de temps en temps, toujours seule, souvent en train d'aider, sans rien demander.
Mais depuis quelques jours, plus rien. Étienne comprit alors que Claire fuyait. Elle avait senti le danger de trop de visibilité, peut-être. Le poids d'une dette qu'elle refusait de contracter. Il n'en était que plus fasciné. Pendant ce temps, Claire s'était réfugiée dans un ancien entrepôt désaffecté, non loin du canal Saint-Martin, un endroit connu des sans-abri, pour offrir un abri précaire, mais à l'écart des forces de l'ordre et des regards trop insistants. Elle y retrouvait quelques visages familiers, dont Hugo, un homme au sourire cassé mais au cœur encore vaillant. C'est lui qui, en l'apercevant entrer, lui lança avec un ton moqueur « Alors, la sauveuse des vieilles dames, on fuit, les riches maintenant ?» Claire soupira, s'assit près d'un vieux matelas usé. « Ce n'est pas ça, je ne veux pas devenir une cause. Je veux qu'on me laisse être ce que je suis. Tu ne peux pas te plaindre d'être invisible et ensuite repousser la main tendue quand elle se présente, Claire. Ce n'était pas une main, c'était un monde entier. Et ce monde, je ne lui fais pas confiance. » Hugo la regarda longuement, puis secoua la tête. « Peut-être que ce n'est pas lui que tu ne crois pas. Peut-être que c'est toi que tu n'arrives plus à croire capable d'avoir droit à autre chose. » Ces mots la hantèrent toute la nuit. Étendue sur son matelas, les yeux fixés sur le plafond craquelé, elle repensait au regard d'Étienne, à la voix de Madeleine, à cette chaleur qu'elle avait ressentie brièvement, autour d'un chocolat chaud, d'un dîner partagé. Et elle se demandait si elle avait eu raison de fuir. De son côté, Étienne, obstiné, multipliait les démarches. Il engagea discrètement une équipe de son réseau personnel pour l'aider à retrouver Claire. Pas pour la forcer à quoi que ce soit, non, mais pour savoir, simplement, si elle allait bien. Son inquiétude s'était muée en obsession tranquille. Il ne pouvait plus faire comme si elle n'existait pas. Et puis un matin, alors qu'il passait près de la place de la Bastille, il vit un petit attroupement près d'un camion de distribution de repas. Des bénévoles distribuaient de la soupe chaude, des vêtements. Étienne s'arrêta. Et là, au milieu de la foule, il la vit. Claire, en train d'aider une vieille femme à enfiler un manteau. Elle n'avait rien d'une assistée. Elle agissait avec une autorité douce, naturelle. Elle était à sa place. Il descendit de voiture, traversa la place, s'approcha. Lorsqu'elle le vit, elle se figea. Un instant, elle sembla prête à fuir. Mais cette fois, elle resta. Il s'arrêta à quelques pas sans faire un geste. « Tu m'as trouvé, dit-elle simplement. Je ne t'avais jamais perdu. » Elle baissa les yeux, mal à l'aise. « Je ne voulais pas de votre pitié. Ce n'est pas de la pitié, c'est de l'admiration et de la gratitude. » Elle ne répondit pas tout de suite. Autour d'eux, la vie continuait. Les bénévoles servaient, les bénéficiaires mangeaient, riaient, pleuraient. La réalité brute de la rue. Et au milieu de tout cela, un homme en manteau de cachemire et une femme aux vêtements usés se faisaient face. « Je ne suis pas un projet de réinsertion, Étienne. Et moi, je ne suis pas un mécène en quête de rachat. Je suis juste un homme à qui tu manques. Tu es libre. Mais si tu veux bien, j'aimerais dîner avec toi, encore une fois, sans obligation. Juste partager un moment. » Elle le fixa longtemps, puis hocha la tête. « D'accord, mais dans un endroit où je ne serai pas une étrangère. C'est toi qui choisiras le lieu. » Ce soir-là, ils se retrouvèrent dans une petite cantine associative où Claire avait ses habitudes. Elle connaissait le personnel, les règles tacites, l'ambiance. Ils mangèrent à une table d'angle, entourés de familles, d'exilés, de solitaires. Et pourtant, jamais Étienne ne s'était senti autant à sa place. Ils parlèrent longtemps, de la rue, des choix, des rêves abandonnés, de ceux qui restaient vivants malgré tout. Claire se livra un peu plus, parla de ses anciens élèves, de ses livres préférés, de ce qu'elle aurait voulu faire de sa vie. Étienne l'écoutait, fasciné. Ce n'était pas de la charité, c'était de l'amour naissant. Un amour qui ne disait pas encore son nom, mais qui s'inscrivait dans chaque regard, chaque silence. Lorsqu'ils se quittèrent, cette fois, ce fut Claire qui tendit la main. « Merci d'avoir insisté. » Étienne prit sa main, la serra doucement. « Merci d'avoir accepté. » Et dans ce geste simple, il y avait la promesse silencieuse d'un chemin commun, encore incertain, mais désormais possible. Le lendemain, soir, le ciel parisien se couvrit de lourds nuages d'encre, annonciateurs d'une pluie imminente. Pourtant, malgré la menace de l'averse, Étienne s'était aventuré hors des quartiers qu'il fréquentait habituellement, pour se rendre dans un petit restaurant de quartier recommandé par Claire. Ce n'était ni un bistrot chic, ni une adresse gastronomique connue. C'était une petite cantine populaire, logée dans une rue étroite du 11e arrondissement,
à l'abri des regards, là où les nappes en plastique cohabitaient avec des rires francs et où le menu changeait selon ce que le marché avait permis d'acheter ce jour-là. Claire était déjà là, assise à une table près de la fenêtre. Elle portait une veste trop grande mais propre, et ses cheveux étaient tirés en arrière dans une tentative de mise en ordre. Elle semblait nerveuse, jouant avec une cuillère entre ses doigts. Lorsqu'elle vit Étienne entrer, elle se leva brièvement, sans sourire forcé, simplement avec une retenue polie. « Bonsoir », dit-elle. « Bonsoir Claire, merci d'avoir accepté. » Il s'assit en face d'elle. Le serveur arriva presque aussitôt, un homme d'âge mûr qui salua Claire par son prénom avec une familiarité respectueuse. Étienne nota ce détail. Elle était connue ici, pas comme une cliente de passage, mais comme quelqu'un qui faisait partie du tissu de l'endroit. Une présence familière dans un monde qu'il avait si souvent ignoré ailleurs. Ils commandèrent un plat simple, un gratin de légumes accompagné de pain frais. Claire n'osa pas choisir de dessert, habituée à compter chaque centime même quand quelqu'un d'autre payait. Étienne, lui, se laissa guider, prenant la même chose qu'elle, comme pour lui signifier qu'il n'était pas là pour imposer ses goûts ou ses habitudes. La conversation commença lentement. Claire ne parlait jamais beaucoup au début. Elle écoutait, pesait les mots. Étienne le comprit vite. Il cessa donc de remplir le silence de banalité. Il laissa les mots venir à leur rythme. Ils parlèrent d'abord de Madeleine, de sa santé, de ses souvenirs, de ses habitudes, qu'elle reprenait peu à peu grâce aux soins retrouvés. Claire s'adoucit en évoquant la vieille femme, souriant presque quand elle racontait l'anecdote de la soupe froide qu'elle avait dû réchauffer 3 fois, parce que Madeleine l'oubliait chaque fois sur la table. Puis, peu à peu, la conversation glissa vers des sujets plus personnels. Étienne parla de son enfance dans une famille où l'apparence avait souvent plus de poids que les sentiments. De son père autoritaire, de la pression constante pour réussir, de la solitude que la réussite sociale n'avait jamais comblée. Claire, elle, évoqua ses premiers postes en banlieue, ses élèves aux histoires cassées, sa passion pour transmettre des textes oubliés, la fierté qu'elle ressentait lorsque les jeunes comprenaient un poème ou écrivaient leur propre histoire. Ils burent un verre de vin rouge, modeste mais réconfortant. Étienne n'avait jamais goûté à un vin aussi simple avec autant de plaisir. Claire s'autorisa un rire discret à un moment, quand Étienne lui confia qu'il avait toujours échoué à faire cuire des pâtes sans les coller. Ce rire discret mais sincère lui apparut comme une victoire, une faille dans la carapace. « Vous êtes différent ici, » dit-elle soudainement. « Différent comment ? Moins figé, moins formaté, comme si vous respiriez mieux. Peut-être que je respire mieux parce que vous êtes là. » Elle baissa les yeux, troublée, et ne répondit pas tout de suite. Ce n'était pas une déclaration, juste une vérité dite à voix basse, presque pour lui-même. Mais cela résonna en elle. Le repas se termina dans une atmosphère calme, presque intime. Claire proposa de marcher un peu avant de se quitter. Étienne accepta. Ils longèrent les rues calmes du quartier, les pas accordés, sans se presser. Paris, la nuit, avait ce pouvoir d'adoucir les contours, de rendre flous les murs entre les gens. Claire raconta comment elle aimait marcher la nuit, quand les rues devenaient presque silencieuses, comme un livre ouvert sans lecteur. Arrivée à l'angle d'un immeuble, Claire s'arrêta. « C'est ici que je m'arrête. Tu veux que je te raccompagne plus loin ? » ?»« Non, je suis bien ici, je suis chez moi en quelque sorte. » Elle regardait un bâtiment en ruine, dont la façade taguée cachait une cour intérieure. Étienne comprit qu'elle vivait là, ou pas loin, sans qu'elle ait besoin de le dire. Il n'insista pas. « Merci pour ce soir, dit-elle. C'est moi qui te remercie. J'ai l'impression d'avoir vraiment dîné pour la première fois depuis longtemps. » Ils se regardèrent un moment. Claire hésita, puis s'approcha, déposa un baiser rapide sur sa joue. Un geste fugace, timide, mais porteur de quelque chose de nouveau. Étienne ne bougea pas. Il la regarda s'éloigner, sa silhouette se fondant peu à peu dans l'ombre de la ruelle. Ce soir-là, il ne dormit pas. Il repensa à chaque mot, chaque silence. Ce n'était pas une idylle, c'était une rencontre d'âmes, et pour la première fois depuis des années, il se demanda ce que signifiait réellement être riche. Le matin suivant, Paris s'éveillait lentement sous un ciel voilé, traversé par de longs rubans de brume s'étirant entre les immeubles haussmanniens. Le silence qui précédait le tumulte habituel de la ville paraissait presque irréel.
Étienne ouvrit les yeux avant même que son réveil ne sonne, le souvenir du dîner avec Claire encore vivant dans son esprit. Il se leva avec un élan inhabituel, porté par une certitude nouvelle, un désir irrépressible de retrouver cette femme qui, par sa simple présence, avait ébranlé ses certitudes les plus ancrées. Il appela son chauffeur, mais au dernier moment, décida de conduire lui-même. Il se dirigea vers le 11e arrondissement, espérant croiser Claire dans l'un des endroits où elle aimait se perdre. Les petites rues, les parcs oubliés, les cafés associatifs. Il avait appris à reconnaître ses traces, comme un enquêteur discret d'une affaire qui lui tenait au cœur. Mais ce matin-là, Claire ne se montra pas. Nulle part. Il attendit près de la cantine où ils avaient dîné, demanda au serveur s'il l'avait vue, interrogea quelques bénévoles qui distribuaient du café aux sans-abri. Tous répondirent par la négative. Certains ne la connaissaient même pas. D'autres pensaient l'avoir vue quelques jours auparavant, mais sans certitude. Étienne sentit une angoisse sourde s'installer. Elle avait disparu. Comme si leur rencontre n'avait été qu'une parenthèse irréelle dans le rythme implacable de la ville. Il tenta de l'appeler une nouvelle fois. En vain. Le téléphone restait silencieux, coupé ou déchargé. Il se demanda si elle avait volontairement coupé le contact. Peut-être l'avait-elle vu venir de loin, avec son monde, ses habitudes, ses privilèges. Peut-être avait-elle ressenti cette distance irréductible entre eux, malgré la tendresse partagée. Peut-être avait-elle eu peur de se retrouver à nouveau rejetée, cataloguée, oubliée. Ou peut-être, tout simplement, la honte l'avait rattrapée. Car de son côté, Claire n'avait pas dormi cette nuit-là. Elle était restée éveillée, recroquevillée dans un coin sombre de l'immeuble abandonné qu'elle occupait parfois, la tête posée contre le mur froid. Le baiser qu'elle avait osé déposer sur la joue d'Étienne tournait en boucle dans sa tête, non pas comme un moment de douceur, mais comme une folie qu'elle aurait préféré ne jamais oser. Plus le temps passait, plus elle se persuadait qu'elle avait commis une erreur. Elle repensait à son reflet dans les vitres du restaurant, à ses mains calleuses autour de la tasse, à ses vêtements usés, à la manière dont les autres clients l'avaient regardée, même brièvement. Elle repensait à l'élégance d'Étienne, à sa voix posée, à sa façon de s'excuser d'exister trop fort dans un monde qui l'accueillait toujours à bras ouverts. Et plus elle y pensait, plus elle se sentait étrangère à cette histoire. Elle n'avait pas sa place à côté de lui. Pas dans ce monde, pas même dans une parenthèse. Elle s'était laissée emporter par un rêve auquel elle ne croyait même plus. Le lendemain matin, elle quitta son refuge dès l'aube, errant sans but dans les rues désertes. Elle retourna vers la gare de Lyon, son ancien repère, comme on revient dans un lieu familier pour retrouver un peu de soi. Là, elle s'assit sur un banc, les yeux perdus dans le vide, les mains serrées autour d'un vieux sac qu'elle ne quittait jamais. Elle resta là des heures, refusant de répondre aux appels d'un vieil ami qui l'aperçut et tenta de la faire parler. « Tu es retombée, murmura-t-il. Tu t'étais relevée, Claire. Pourquoi tu te caches encore? Parce que je n'ai rien à offrir, parce que je ne veux pas être une exception qu'on raconte comme une belle histoire pour se sentir mieux. Mais il t'aime peut-être. Tu as pensé à ça? Il ne me connaît pas, il aime une idée de moi, une version édulcorée. Quand il verra le reste, il reculera. » Son ami ne répondit pas. Il savait qu'aucun mot ne pouvait suffire face à la honte, pas la honte d'être pauvre, pas celle d'avoir faim, mais celle plus profonde, d'avoir cru qu'on pouvait être aimé malgré tout. Pendant ce temps, Étienne intensifia ses recherches. Il refusa de croire que Claire l'avait effacée. Il savait qu'elle se protégeait, qu'elle avait appris à survivre seule. Mais il voulait lui prouver qu'elle n'était pas seule. Il retourna voir Madeleine qui, étonnamment, lui parla d'elle avec une chaleur rare. Cette fille, elle a du feu dans les yeux. Elle m'a rappelé qui j'étais. Tu devrais la retrouver, pas parce qu'elle t'a sauvé, parce que tu en as besoin, toi aussi. Ces mots résonnèrent en lui. Il décida alors de changer de méthode. Il fit appel à un vieil ami journaliste. Pas pour publier un article, mais pour l'aider à organiser une action dans le quartier où Claire avait ses habitudes. Une distribution de vêtements et de soins médicaux, financée anonymement, mais pensée comme un filet de sécurité pour elle. Il voulait qu'elle voie, qu'elle sente, qu'elle comprenne qu'il était là, pas pour la sauver, mais pour l'accompagner. Il savait que ce serait à elle de faire le pas. Mais il voulait, au moins, créer un espace où elle pourrait revenir, sans honte, sans masque, sans avoir à mendier une place. Il voulait qu'elle sache qu'elle comptait, pas comme une exception, mais comme une évidence.
Et pendant qu'il posait les premières pierres de cette démarche, Claire, quelque part dans un recoin de la ville, reprenait doucement confiance, non pas encore en lui, mais peut-être pour la première fois depuis longtemps, un peu en elle. Les jours passèrent, froids et chargés de ce gris terne qui semble s'accrocher aux murs de Paris comme une poussière que rien ne parvient à faire disparaître. Claire, bien qu'encore en retrait, recommençait à marcher dans la ville, à retrouver ses itinéraires familiers, ces repères invisibles que seul celui qui vit dans la marge peut identifier. Les distributeurs de nourriture, les bancs peu surveillés, les douches publiques ouvertes le matin, les regards qui n'accrochent pas et ceux qui brûlent. Elle reprenait sa routine d'ombre, avec un peu plus de lenteur, comme si chaque pas était pesé, réfléchi, remis en question. Mais malgré son effort de retour à l'effacement, quelque chose en elle avait changé. Elle avait revu Hugo, son vieil ami, plusieurs fois. Il l'avait accueillie sans poser de questions, simplement heureux de la savoir en vie, la regardant avec cette bienveillance fatiguée de ceux qui ont vu trop de douleur pour juger encore. Ils s'asseyaient, parfois ensemble à la tombée du jour, partageant des morceaux de pain, quelques cigarettes et de longs silences. Un soir, il se décida à lui parler franchement. « Tu sais, Claire, je t'ai vue différente ces derniers temps, moins fermée, moins dure. Parce que j'ai cru, et maintenant je sais ce que ça coûte. Il ne t'a pas abandonné, tu l'as fui. Je me suis fui, Hugo. C'est pas pareil. » Hugo la regarda, puis sortit une feuille pliée de sa poche, une photocopie d'un article du Parisien. Il la lui tendit sans un mot. Claire hésita, puis le prit. En haut de la page, une photo. Une place parisienne, des tentes de fortune. Et, au centre, une banderole. Solidarité pour les invisibles. En dessous, un texte parlant d'un jeune entrepreneur parisien ayant financé, de manière anonyme, une action sociale de grande ampleur destinée aux sans-abri. Claire lut sans respirer. Le nom n'apparaissait nulle part, mais elle savait. C'était lui. Il ne fait pas ça pour se faire voir. Il le fait parce qu'il y croit, dit Hugo calmement. Claire plia lentement la feuille et la serra dans sa poche. Ce n'était pas une preuve d'amour. C'était une preuve de respect. Il n'avait pas crié son acte sur tous les toits. Il avait semé un signe discret, comme une main tendue qu'on n'impose pas. Le lendemain, elle décida d'y aller. Non pas pour lui, se disait-elle, mais pour comprendre, pour voir si ce geste était vrai. Elle se mêla à la foule des bénéficiaires, salua quelques bénévoles qu'elle connaissait, récupéra une couverture et un sachet de produits d'hygiène, tout en observant en silence. Elle évitait les regards, ne parlait à personne, mais son cœur battait fort. Et puis, soudain, il fut là. Étienne, au milieu de la place, vêtu simplement, sans costume ni cravate, un gilet de laine et un jean. Il portait des cartons, aidait à installer des tables, discutait avec les organisateurs comme un homme quelconque. Claire le vit sans qu'il ne la voie. Elle resta à distance, dissimulée par la foule, paralysée par une émotion contradictoire. Peur, joie, honte, espoir. Mais lorsqu'il leva les yeux, leurs regards se croisèrent. Et dans ce moment suspendu, ni elle ni lui ne bougèrent. Il fit un pas, puis un autre. Et elle, au lieu de fuir, resta. Il arriva devant elle, s'arrêta à quelques centimètres, essoufflé comme s'il avait couru un marathon. « Merci d'être venu, dit-il. Je ne sais pas encore si je suis vraiment là. Tu es là, c'est tout ce qui compte. » Ils s'assirent ensemble à l'écart sur un banc métallique. Claire garda longtemps le silence. Puis, lentement, elle parla. Pas des jours passés, ni de ses peurs, mais de son passé, de sa vie d'avant. Elle parla de son père disparu trop tôt, de sa mère à l'agonie, de ses premiers postes dans des collèges difficiles, de ses nuits à corriger des copies avec passion. Étienne l'écoutait, le visage ouvert, absorbé. Il la questionnait parfois, jamais pour juger, toujours pour comprendre. Puis ce fut à son tour. Il lui raconta ses débuts, son ascension, les trahisons, les solitudes dorées, les soirées, sans sens dans des palaces, les contrats signés sans émotion. Il lui avoua qu'il n'avait jamais eu envie de bâtir des hôtels pour des riches, mais qu'il s'était laissé entraîner dans cette logique de rentabilité et de pouvoir parce que c'était ce qu'on attendait de lui. Il n'avait jamais eu de passion, jusqu'à elle. Claire détourna les yeux. « Tu ne peux pas dire ça, pourquoi pas? Parce que je suis cassée, parce que je vis sous un porche, parce que tu mérites mieux. Ce que je mérite ou non ne dépend pas de toi, ce que je ressens non plus. » Un silence s'installa.
Puis Claire soupira. « Tu veux vraiment comprendre? Alors je te montre. » Elle l'emmena. Dans les rues, les couloirs du métro, les zones grises de la ville, elle lui montra ses recoins, ses refuges, ses points d'eau, ses dangers. Elle lui montra sa vie, non, pas pour qu'il la sauve, mais pour qu'il voie, pour qu'il sache vraiment ce que signifiait vivre sans toit, sans statut, sans filet. Étienne ne dit rien. Il regardait, écoutait, sentait. À la fin de la journée, ils revinrent près du canal Saint-Martin. Claire s'arrêta et dit « Maintenant tu sais. » « Oui, et je reste. » C'était une promesse. Et dans les yeux de Claire, pour la première fois, une lumière nouvelle brilla. Ce n'était pas encore la confiance, mais c'était enfin la possibilité de croire. Ce matin-là, Paris s'éveilla lentement sous une lumière blanche et froide. L'hiver avait pleinement posé ses griffes sur la ville. Le vent cinglait les visages, glissait entre les cols relevés et rappelait à chacun la fragilité des corps exposés. Dans les rues, les passants marchaient plus vite, les yeux rivés au sol, cherchant à se soustraire au froid mordant, à l'indifférence générale. Mais dans une place du 20e arrondissement, un mouvement inhabituel troublait le calme glacial. Des camions, des tentes, des tables, des panneaux colorés, des bénévoles s'affairaient. Une action solidaire prenait vie, orchestrée dans un silence professionnel sans tambour ni trompette. À l'origine de cette initiative, Étienne. Après de longues semaines de réflexion, de discussion avec Claire, d'observation patiente de son monde, il avait décidé de faire plus qu'écouter. Il voulait agir concrètement, non pas en tant qu'homme d'affaires, ni comme fils d'une femme sauvée, mais comme être humain touché au cœur par une réalité qu'il ne pouvait plus ignorer. Il avait financé cette action sans mettre son nom en avant, mobilisé ses contacts, loué du matériel, engagé des soignants, organisé des distributions alimentaires. Il avait insisté pour que tout soit fait dans la dignité, le respect, la discrétion. Claire avait d'abord refusé d'y participer. Elle détestait tout ce qui pouvait ressembler à une mise en scène de la pauvreté. Elle craignait d'être utilisée comme une mascotte, un visage que l'on montre pour rassurer les bonnes consciences. Mais lorsqu'elle vit les premiers préparatifs, lorsqu'elle comprit que tout avait été pensé pour répondre aux besoins réels des oubliés, lorsqu'elle lut les messages simples sur les banderoles, « Ici, on écoute. Vous avez votre place. On commence par un café, on continue avec un projet. » Elle céda. Non pas à Étienne, mais à ce que cela représentait. Le jour, même, elle arriva tôt avant que la foule ne remplisse la place. Elle fut accueillie par une femme à l'accent du Sud qui lui tendit un gilet orange. Claire le prit, hésita, puis l'enfila. Elle se mit à aider, à préparer les sacs de produits d'hygiène, à orienter les arrivants, à rassurer les plus perdus. Très vite, elle retrouva cette posture naturelle qu'elle avait tant aimée dans son ancienne vie d'enseignante. Guider sans imposer, offrir sans attendre. Son autorité douce s'imposa sans bruit. Les autres bénévoles la suivirent instinctivement. Étienne arrivait plus tard la vit de loin. Il ne l'interrompit pas. Il la regardait évoluer avec admiration, conscient qu'il assistait à la renaissance d'une force longtemps réprimée. Claire, dans cet espace qu'elle n'avait pas, créé mais auquel elle appartenait, rayonnait d'une énergie contenue, tranquille, ancrée. Au fil de la journée, les visiteurs se succédaient, sans abri, familles en errance, jeunes isolés, vieux abandonnés. Chacun repartait avec quelque chose, même minime. Un kit d'hygiène, une paire de chaussettes propres, une information, sur un foyer, une parole bienveillante. Mais surtout, chacun repartait avec le sentiment d'avoir été vu, reconnu, ce que Paris refusait si souvent de leur accorder. Vers la fin de l'après-midi, un moment suspendu eut lieu. Une femme, la soixantaine marquée par les années de rue, se leva spontanément et demanda à parler. Elle monta sur l'estrade improvisée, sa voix tremblante d'émotion. Elle remercia les organisateurs, raconta en quelques mots sa descente aux enfers et ce qu'un geste, une main tendue peut faire renaître. Claire, émue, sentit les larmes lui monter. Elle se leva à son tour, sans qu'on ne l'y invite, poussée par quelque chose de plus fort qu'elle. Elle monta sur l'estrade, prit le micro. Un silence se fit. Étienne, au fond de la place, cessa tout mouvement. Tous attendaient. Je ne suis pas une porte-parole. Je ne suis pas une héroïne. Je suis une femme parmi tant d'autres qui, un jour, a glissé. Et personne ne m'a rattrapé. J'ai appris à tomber sans bruit, à me cacher, à survivre. Et un jour, quelqu'un m'a tendu la main.
pas pour me sauver, pas pour me changer, juste pour marcher avec moi. C'est ça que nous devons faire ici. Pas remplacer la rue par des discours, mais créer un pont, un passage, une possibilité. » Elle s'arrêta. Personne ne bougea. Puis des applaudissements, d'abord timides, éclatèrent. Ils devinrent francs, chaleureux, soutenus. Étienne sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas de la fierté. C'était une reconnaissance muette qu'il avait eu raison de croire en elle. À la fin de la journée, alors que le soleil déclinait, Claire vint à sa rencontre. Elle semblait fatiguée mais apaisée. « Merci, dit-elle. Non, c'est moi, tu as fait de ce lieu un espace vivant. Ce n'était pas moi, c'était nous. Et peut-être que c'est ça la solution, ne plus être seul. » Ils se regardèrent, un instant. Pas besoin de mots supplémentaires. Ce jour-là, au milieu du froid, dans une ville qui oublie vite, quelque chose s'était noué. Un début. Un vrai. Pas un conte. Une possibilité concrète. Et Claire, pour la première fois, ne se sentit ni projet ni fardeau. Elle se sentit partenaire, égale, vivante. Le lendemain de l'événement solidaire, un calme étrange s'était abattu sur Claire. Elle s'était réveillée dans un abri temporaire mis en place pour les volontaires qui n'avaient pas de domicile fixe. Le lit était étroit, la lumière crue. Mais elle s'y était sentie étonnamment sereine. Depuis des mois, elle n'avait pas connu un réveil aussi paisible. Pas parce que tout allait mieux, pas parce qu'elle croyait que tout était résolu, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas eu à lutter dès l'aube. Pas de course pour trouver un endroit chaud, pas de crainte d'un regard méprisant. Juste un matin simple, normal, presque banal. Elle se leva, se lava le visage dans l'eau froide, noua ses cheveux et sortit dans la cour intérieure du centre. Étienne l'attendait. Il avait préparé 2 cafés, comme s'ils avaient toujours partagé ces petits rituels. Claire s'assit, à côté de lui, prit le gobelet chaud entre ses mains et le remercia d'un hochement de tête. Ils restèrent silencieux quelques minutes, regardant les nuages glisser lentement dans le ciel pâle. « Tu n'es pas obligé de rester ici, » dit-il enfin. « Si tu veux, je peux t'aider à trouver autre chose. Pas pour te sortir de là, pas pour décider pour toi, juste pour t'offrir une alternative. » Claire fixa l'horizon. « Je sais, mais je dois comprendre si c'est ce que je veux vraiment, et pas juste ce que les autres pensent que je mérite. Et si tu me laissais t'aider à chercher la réponse ?» Elle tourna la tête vers lui. Il n'y avait ni pitié, ni impatience dans ses yeux, seulement une douceur inquiète, une volonté de construire quelque chose sans l'imposer. « Étienne, je t'aime bien, beaucoup, mais je ne suis pas une belle cause à défendre. J'ai essayé de sortir de la rue. 3 fois. À chaque fois, j'y suis retombé, parce que j'avais peur. Peur d'être heureuse, peur de devoir quelque chose à quelqu'un, peur de ne pas être à la hauteur, peur de me perdre dans une vie qui n'est plus la mienne. » Il l'écoutait sans l'interrompre, chaque mot entrant en lui comme une vérité nue. Claire n'exagérait rien. Elle ne dramatisait pas. Elle disait simplement ce qu'elle avait vécu, sans chercher à se faire plaindre, sans pathos. C'était là, brut, réaliste. « Je ne veux pas être ton projet, Étienne, ni ton exception. Tu es un homme qui a tout. Moi, j'ai appris à vivre avec rien. Je ne suis pas sûr qu'on vive le même monde. Peut-être pas. Mais j'ai compris que ce que j'ai ne vaut rien si je ne le partage pas avec quelqu'un qui me pousse à être meilleur. Tu n'es pas une cause, tu es un miroir. Et j'ai besoin de toi pour me voir autrement. » Il sortit alors une enveloppe pliée qu'il tendit à Claire. À l'intérieur, il y avait un document officiel, une proposition de poste à temps partiel, dans une association éducative, financée par l'une des fondations liées à son groupe. Une mission de médiation culturelle et d'alphabétisation pour jeunes en rupture scolaire. Rien de grandiose, mais un vrai travail. Claire lut le papier, lentement, comme si elle avait peur que les mots changent en cours de lecture. « C'est toi qui as fait ça ?»« Je n'ai rien imposé, j'ai juste parlé de toi, ils ont été convaincus. Et si je refuse, tu refuses, et je reste quand même. » Un silence, encore. Claire reposa l'enveloppe sur la table. « Tu pourrais tout perdre avec ce genre de choix. » J'ai refusé un contrat hier, un partenariat avec une chaîne de luxe. Ils voulaient construire un hôtel sur un terrain qui accueille actuellement un centre pour femmes victimes de violences. J'ai dit non. Ils m'ont ri au nez. Et j'ai souri. Parce que pour une fois, j'avais choisi en conscience. Claire se leva, fit quelques pas, revint. Elle n'arrivait pas à rester en place. Elle était troublée, émue, en colère même contre elle-même,
pour ressentir autant d'émotions en si peu de temps. Tu me donnes envie de croire, et ça me terrifie, parce que si je crois encore et que je tombe, je me relèverai pas. Alors je tomberai avec toi, et on se relèvera ensemble. » Elle leva les yeux vers lui. Il ne mentait pas, elle le voyait. Il était là, pleinement, pour elle. Pas pour l'image, pas pour se donner un rôle. Pour ce qu'ils étaient, là, tous les deux, sans artifice. « Donne-moi encore un peu de temps, Étienne. Je te donne tout le temps que tu veux. » Et dans cet instant suspendu, sans promesse excessive, sans serment romantique, un accord tacite se noua. Un accord d'égalité. Un pacte de vérité. Claire ne savait pas encore si elle allait accepter le poste. Elle ne savait pas si elle voulait quitter son monde pour de bon. Mais pour la première fois, elle ne se sentait plus seule avec ses doutes. Quelqu'un l'attendait. Non pas pour la changer, mais pour la soutenir. Et cela changeait tout. Les jours suivants furent marqués par une atmosphère de transition, d'attente silencieuse entre ce qui avait été et ce qui pourrait être. Claire, d'abord réticente à l'idée de s'engager dans une nouvelle direction, se surprenait à penser, de plus en plus souvent, à l'offre qu'Étienne lui avait présentée. Ce poste au sein d'une association éducative, cette possibilité d'avoir une activité, un lieu où aller chaque jour, une responsabilité qui ne venait pas de la survie, mais de la transmission. L'idée la hantait, la séduisait, la terrifiait à la fois. Elle passait des heures à relire les documents, à peser les conséquences. Elle avait connu la chute, la perte, l'oubli, mais elle n'avait jamais appris à se reconstruire avec des fondations nouvelles. Elle en parla à Hugo, qui l'écouta en silence comme à son habitude, puis, posant une main lourde sur son épaule, déclara simplement « Si tu ne te donnes pas cette chance maintenant, tu vas le regretter toute ta vie. Pas à cause d'Étienne, à cause de toi-même. » Ces mots résonnèrent de fort. Qu'un matin, sans prévenir, Claire enfila ses vêtements les plus présentables, attacha ses cheveux en queue de cheval, glissa l'enveloppe dans son sac et se rendit au siège de l'association. Le bâtiment était modeste, niché entre deux immeubles gris. Une porte en métal peinte en vert pâle, une petite plaque en laiton gravée du nom de la structure. Elle frappa. Une femme d'une quarantaine d'années lui ouvrit, souriante, un peu pressée, mais sans hostilité. « Claire, on vous attendait. » Elle entra. L'odeur de café tiède et de papier lui rappela immédiatement les salles des professeurs de ces années passées. Elle fut conduite dans un bureau où un homme lui tendit une feuille à signer, puis dans une salle remplie de livres, de cahiers, de jeux éducatifs. On lui expliqua ses missions, les publics à accueillir, les horaires. On ne lui demanda pas de raconter son passé. Personne ne lui demanda pourquoi elle n'avait pas de domicile. On la traita comme une adulte compétente, capable de faire un travail utile. Ce fut à la fois étrange et réconfortant. Elle sortit du bâtiment avec un petit badge à son nom, un planning de formation et une date de début, le lundi suivant. Le vent froid mordait ses joues, mais elle ne le sentait pas. Elle marcha longtemps, sans but, le cœur battant fort. Elle se rendit jusqu'au canal Saint-Martin, s'assit sur un banc et observa l'eau, les passants, les mouettes. Elle sortit, son téléphone hésita puis envoya un message à Étienne. « J'ai signé, je commence lundi. » Il répondit aussitôt « Je suis fier de toi, et si tu veux, je t'accompagne le premier jour. » Claire sourit. Elle ne répondit pas, mais elle savait déjà qu'il serait là. Les jours suivants furent consacrés à une série de petits miracles discrets. Étienne l'aida à trouver un petit studio meublé, modeste, mais propre, lumineux. Elle insista pour signer le bail à son nom, pour payer une partie du loyer dès que possible. Il respecta son choix, n'imposant rien. Ils achetèrent ensemble quelques affaires essentielles, une couverture neuve, une bouilloire, un petit tapis. Claire choisit chaque objet avec soin, comme on redessine les contours d'une vie. Le matin de son premier jour de travail, Étienne passa la chercher. Il ne porta pas de costume, mais un pull en laine et un manteau de ville. Ils prirent un café rapide dans un bistrot en bas de chez elle. Claire ne disait presque rien, concentrée, nerveuse. Il lui prit la main quelques secondes avant de se lever. « Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà là. C'est assez. » Elle hocha la tête, et ils marchèrent ensemble jusqu'à l'association. La journée fut à la fois intense et étonnamment fluide. Claire se retrouva face à des jeunes, de 15 à 17 ans, déscolarisés, cabossés, méfiants. Elle les comprit immédiatement. Elle savait ce qu'était l'abandon, le silence, le rejet.
Elle ne tenta pas de leur donner de grandes leçons. Elle leur parla de Victor Hugo, de Rimbaud, de la manière dont les mots peuvent dire ce que le corps ne peut plus. Et contre toute attente, certains écoutèrent. Pas tous, pas longtemps. Mais il y eut des regards accrochés, des sourires esquissés, des phrases griffonnées sur des feuilles froissées. Le soir, elle retrouva Étienne au coin de la rue. Il l'attendait avec 2 cafés dans les mains. Alors, je ne sais pas, j'ai survécu, et j'ai aimé ça. Ils s'assirent sur un banc. Elle posa sa tête contre son épaule. Ils ne dirent rien pendant plusieurs minutes. Le monde tournait autour d'eux. Mais eux, pour une fois, étaient immobiles, accordés, présents. Les jours suivants, Claire poursuivit son intégration. Elle retrouva des automatismes, redécouvrit son goût pour la pédagogie, sa capacité à dialoguer, à transmettre. Elle n'était pas guérie ni sauvée, mais elle avançait, avec prudence, avec dignité. Et Étienne, lui, trouvait une forme de paix nouvelle dans cette simplicité. Il continuait son travail, mais son rythme changeait. Il déléguait davantage, consacrait plus de temps à des projets à visée sociale. Il parlait de Claire sans trop de détails, mais avec un respect qui ne laissait aucun doute sur ce qu'elle représentait pour lui. Madeleine, de son côté, retrouvait également un peu de vitalité. Claire lui rendait visite chaque dimanche. Elle parlait peu, buvait du thé, regardait parfois de vieux films. Une complicité tranquille s'installait entre elles, faite de silence bienveillant et de souvenirs partagés. Ainsi, sans déclaration, sans cérémonie, une vie nouvelle se dessinait. Pas parfaite, pas stable, mais habitée. Claire et Étienne ne vivaient pas encore ensemble. Ils se retrouvaient souvent, se soutenaient, construisaient lentement un lien qui ne demandait rien, sinon d'être respecté. Et dans chaque geste, chaque regard, chaque pas, il y avait la promesse silencieuse de continuer, ensemble, sans brûler les étapes, sans trahir ce qu'ils avaient été, mais avec l'élan de ce qu'ils pouvaient devenir. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis ce premier soir où Claire avait recouvert les genoux d'une vieille femme tremblante avec un vieux plaid élimé. Depuis ce geste spontané et sincère, un monde s'était ouvert devant elle. Non, pas comme une route tracée, mais comme un terrain à bâtir, pierre par pierre, pas à pas. La métamorphose n'avait pas été soudaine, ni spectaculaire. Elle avait été lente, fragile, traversée de doutes, de silence, de recul. Mais elle avait été réelle. Claire habitait désormais dans un petit studio près de la rue Oberkampf. Le lieu n'était ni vaste ni moderne, mais il était à elle. Elle y avait suspendu quelques photos d'enfance, posé des livres qu'elle relisait les soirs d'insomnie, collé des dessins offerts par les jeunes de l'association sur les murs. Elle avait même adopté une vieille radio, trouvée dans une brocante, par laquelle elle écoutait chaque matin les bulletins météo comme s'ils étaient des poèmes. Ce rituel simple, banal pour tant d'autres, était devenu pour elle un symbole, celui d'un quotidien reconquis. À l'association, Claire avait conquis le respect sans jamais l'exiger. Elle parlait peu de sa vie d'avant, de la rue, de l'humiliation, de la faim. Elle préférait parler d'avenir. Elle avait lancé un petit atelier de lecture ouvert à tous, où se mêlaient jeunes déscolarisés, adultes en réinsertion, mères seules. Elle les faisait lire des extraits de Camus, de Marguerite Duras, mais aussi leurs propres textes. Elle leur apprenait à poser leur voix, à croire en leurs mots, et chaque fois qu'un silence ému suivait une lecture, elle se souvenait pourquoi elle avait tenu bon. Étienne, de son côté, poursuivait ses activités d'entrepreneur avec une vision transformée. Il avait réorganisé une partie de son groupe pour y intégrer une branche sociale, dédiée au financement de projets solidaires. Il visitait moins de salons internationaux, mais plus de centres communautaires. Il n'avait pas changé de vie. Il en avait élargi les frontières. Sa présence dans la sphère publique s'était faite plus discrète, plus ciblée. Lorsqu'on lui demandait ce qui avait motivé ce tournant, il répondait sobrement « une rencontre ». Leur relation à Claire et lui n'avait jamais été définie par un cadre traditionnel. Ils ne vivaient pas ensemble, ne parlaient pas d'engagement comme une échéance. Ils partagèrent du temps, des repas, des promenades au bord du canal, des dimanches avec Madeleine. Ils étaient un lien en construction permanente, respectueux des blessures et des forces de chacun. Une tendresse évidente les unissait, visible dans la manière dont ils se regardaient, dans le soin discret qu'ils prenaient l'un de l'autre. Madeleine, désormais bien entourée dans sa maison de retraite, recevait souvent la visite de Claire.
Elle partageait des goûters, des jeux de société, des souvenirs. Claire lui lisait des poèmes et parfois Madeleine s'endormait en souriant. Elle n'était plus la vieille femme perdue sur un banc. Elle était redevenue une mère, une femme aimée. Un jour, Étienne invita Claire à un événement particulier, le lancement d'un nouveau programme d'inclusion éducative financé par sa fondation. L'événement se tenait dans un ancien bâtiment municipal réhabilité en centre de formation, dans le 19e arrondissement. Claire hésita d'abord puis accepta. On lui demanda de dire quelques mots. Elle passa des nuits à préparer son discours, jetant, réécrivant, doutant. Mais le jour venu, elle monta sur scène avec assurance. Devant une salle remplie de partenaires, de bénéficiaires, de journalistes, elle prit la parole. « Je ne suis pas ici pour raconter une success story. Je suis ici pour rappeler qu'il n'y a pas de miracle, seulement des gestes, des décisions, des choix. Ce qui m'a sauvé, ce n'est pas la chance. C'est un regard posé sur moi sans mépris. Une main tendue sans obligation. Un espace où j'ai pu redevenir quelqu'un. » Elle raconta son parcours brièvement, sans pathos. Elle parla de dignité, de respect, de lenteur nécessaire dans la reconstruction. Elle termina par une phrase simple. « Je ne suis plus la femme sur le banc. Mais je n'oublierai jamais ce que cela fait de s'y asseoir, sans savoir si quelqu'un viendra. » L'ovation fut sincère. Claire descendit de l'estrade, les mains tremblantes. Étienne l'attendait en bas, fier, ému. Madeleine, assise au premier rang, pleurait doucement. Claire s'approcha d'elle, la prit dans ses bras. Après l'événement, alors que la nuit tombait sur Paris, Claire et Étienne marchèrent, ensemble jusqu'à un petit pont surplombant le canal. Ils s'y arrêtèrent. Le vent jouait avec les cheveux de Claire. Elle se tourna vers lui. « Tu sais ce que j'ai pensé ce jour-là, quand je t'ai vu pour la première fois, dans ta voiture, que tu allais juste regarder et partir, comme tous les autres. Et moi, tu sais ce que j'ai pensé? Que tu étais la personne la plus vivante que j'ai jamais vue. » Ils restèrent là, silencieux. Deux âmes que tout aurait dû séparer. Et pourtant, réunis. La ville continuait de respirer autour d'eux. Mais eux, à cet instant précis, n'étaient au plus ni la femme sur le banc, ni l'homme dans la voiture. Ils étaient deux personnes debout, face à la vie, main dans la manne.